Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Encore une fois, on va parler argent, mais cette fois-ci, j'ai le plaisir d'avoir Pierre-Paul en studio. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. En forme? En très grande forme. Ah, génial. Pierre-Paul, on va parler encore une fois finance, mais là, comme c'est la dernière pour la saison régulière, puis qu'on va reprendre seulement cet automne, on va peut-être faire un résumé un peu pour guider les gens qui ont des problèmes financiers. Comment ça fonctionne? Quand on se retrouve dans une situation où vraiment on ne voit plus le bout du tunnel, là, c'est fermé, là. Mm-hmm. On s'en va où? On fait quoi? On peut faire quoi? On s'en va dans quelle direction? C'est quoi les solutions pour les problèmes d'endettement? Oui, on va parler aujourd'hui des quatre principaux, là, de ce qu'on voit le plus fréquemment, puis ce qu'on rencontre le plus fréquemment avec nos clients, puis qu'on les réfère dans ces cas-là. Le premier, c'est le refinancement hypothécaire. Les gens connaissent le principe du refinancement hypothécaire. T'sais, on a des dettes, on veut les mettre sur notre hypothèque, on donne notre maison en garantie. Donc ça, c'est la base. Okay. Évidemment, avec le refinancement hypothécaire, ce qu'il faut faire attention, c'est, exemple, si on veut contracter une deuxième hypothèque. Exemple, on est avec une institution financière, puis là, ça fonctionne pas, on veut emprunter une autre hypothèque. Des fois, on peut donner une deuxième hypothèque sur notre maison, mais il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est que là, on donne le droit à une autre personne, une autre institution, d'aller saisir notre maison si on fait pas les paiements. Donc, avant de faire un refinancement hypothécaire, il faut vraiment analyser la capacité de paiement. Il faut se poser la question, est-ce qu'ils vont nous demander un endosseur? Parce que même si on a un refinancement hypothécaire, des fois, ils vont demander un endosseur. Des fois, ils peuvent vouloir, l'institution financière, rajouter la personne au titre aussi. Donc, il peut y avoir des modifications que ça amène. Évidemment, il faut passer devant le notaire, il y a des frais. Donc, c'est une solution qui est très intéressante parce que le taux d'intérêt est bas, mais qui comprend quand même plusieurs volets décisionnels, là. Mais là, il faut faire attention. Lorsqu'on refinance une bâtisse, mettons qu'on a 10 ans de fait dans notre financement hypothécaire ou 15 ans de fait, il nous en reste 5 ans, on retombe à zéro là, au niveau du financement. C'est-à-dire que la somme qu'on va refinancer, on part avec une hypothèque neuve. Oui, si on refinance mettons qu'on est rendu au renouvellement hypothécaire, puis que c'est là qu'on en profite pour mettre les dettes ensemble, tu as raison, à ce moment-là, oui, toutes les dettes, on va les remettre ensemble et on va faire un nouveau recalcul. Des fois, c'est là que les gens vont allonger le terme aussi. Hein. S'il nous reste 15 ans, des fois, on refinance les dettes, on remet ça sur 25 ans. J'ai eu un de mes clients qui a fait ça pendant presque 20 ans, refinancer sa maison toujours. Okay. Donc, il est arrivé à la retraite, puis sa maison n'était pas payée et ça devenait un problème parce que là, le paiement est trop élevé par rapport à des diminutions de revenus à la retraite. Même si cette personne avait de très bons revenus, là, on parle d'autour de 5 000 $ clair par mois. Là. C'était des bons revenus de retraite. Je comprends, oui. Mais c'était pas suffisant par rapport à son train de vie. Donc, on a dû régler ses dettes autrement parce que le refinancement ne fonctionnait pas. Donc, il faut faire attention quand on est dans des refinancements systématiques comme ça. C'est une belle solution, il faut la regarder. Les taux d'intérêt peuvent être beaucoup plus intéressants, même si là, ils sont un petit peu plus hauts que ce qu'on a connu. C'est porté encore à descendre. Il faut évidemment se questionner fixe et variable, mais c'est des choses qu'on a parlé quand même dernièrement, fait que je re-rentrerai pas là-dedans, mais le refinancement hypothécaire, c'est une des solutions qu'on regarde. OK. Ça, c'est une des solutions. Quelqu'un qui n'a pas d'hypothèque, qui est à loyer? Oui, la deuxième solution qu'on va regarder, évidemment, une solution qui aussi n'entache pas le dossier de crédit, c'est de tenter de consolider ses dettes. Donc, la consolidation de dettes, c'est quelque chose aussi qui est relativement connu. Le principe est assez simple. On a des dettes, exemple, sur une carte de crédit, une marge de crédit, on a des paiements à 2-3 endroits. On veut regrouper les dettes au même endroit. Donc, on va faire un nouveau prêt à un taux d'intérêt, un seul paiement. Et idéalement, ce taux d'intérêt-là va être plus bas aussi. Parce que si on a une carte de crédit à 25 % par exemple, et qu'on veut faire une consolidation de nos dettes, ce qu'on espère, c'est de baisser ce taux-là. Et les taux présentement, ça peut être du 13-15 %. Là. Les taux sont quand même un petit peu plus élevés que ce qui était. Oui. Donc, dépendamment de la situation de la personne, du niveau de risque de la personne, de son taux d'endettement, de son dossier de crédit, ça va jouer sur le taux d'intérêt qui est le niveau de risque que l'institution est prête à prendre. Et dans le fond, la consolidation de dette, ce que je veux rappeler aux gens sur ce volet-là, c'est faire très, très, très attention aux endossements. J'ai quelqu'un que j'ai rencontré dernièrement, on avait regardé les options. La personne avait la possibilité de faire une faillite, ça lui coûtait à peu près 2 000 $. Une proposition, on avait regardé autour de 5 000 $, où la personne pouvait aussi faire une consolidation de dette, s'assurer avec son institution financière, mais là, elle devait payer le 20 quelques mille $ de dette totale qu'elle avait, en plus des intérêts. Et l'institution financière lui demandait un endosseur en plus. Donc là, quand on regarde tout ça, oui, c'est bien si on est capable, ça rentre dans le budget de payer ses dettes, mais la journée où on demande un endosseur, c'est que là, on est rendu 2 dans le bateau. Là. Donc, si le bateau il coule dans 6 mois, c'est les 2 qui coulent au lieu de juste nous. Donc, il faut faire bien attention avant de prendre un endosseur, d'être extrêmement confiant sur notre capacité de paiement.
L'autre chose, dans une consolidation de dette, ben, les institutions financières, dépendamment du conseiller, ne vont pas nécessairement analyser le budget de façon rigoureuse. C'est-à-dire vraiment là, faire un budget, le challenger et s'assurer que la personne va avoir la capacité de faire ce paiement-là. Plusieurs conseillers dans les institutions financières, ben, leur job, c'est de vendre des produits financiers. Il y en a ils vont l'analyser. Là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Ouais. Mais il faut s'assurer qu'on analyse la capacité budgétaire. Et la dernière chose qu'il faut faire bien attention avec la consolidation, c'est la réutilisation du crédit consolidé. Ce que je veux dire par là, c'est si on avait une carte de crédit qu'on a mis dans la consolidation, ben soit on coupe la carte, soit on diminue la limite, soit si on l'utilise, ben on s'assure que dorénavant, on la ramène à zéro à tous les mois. Parce que sinon, si on utilise la carte en même temps qu'on paye le prêt, ben là, on n'a pas baissé nos paiements. Là. Ouais, on vient de partir dans la même direction. C'est ça. Ah, mon Dieu. OK. Fait que ça, c'est pour la conciliation de dette. Si on n'est pas capable d'avoir aucun prêt, si on n'est pas capable d'avoir personne qui vient nous rejoindre, nous dire, bagarre, là, toi, là, on ne te prête plus, là. Mm-hmm. C'est fait. On ne veut plus t'avoir. Oui, bien ça, c'est effectivement, ça va arriver. Les deux autres options qui restent, c'est des options qui, on sert de la loi. C'est la proposition de consommateur et la faillite. Et on sert de ça quand les gens, soit les autres solutions ne rentrent pas dans le budget, soit, comme tu viens de dire, les personnes ne passent pas. Taux d'endettement trop élevé, cote de crédit trop basse. Donc, il y a différents critères qui font qu'une institution va dire non, on ne te prête pas. Et donc là, on tombe dans les solutions qui vont toucher au dossier de crédit. Et quand je dis ça, ben, je mets toujours la bémol. Là, les gens pensent faire faillite, ça va durer 7 ans. La proposition, ça dure 6 ans après la libération. Une faillite, ça apparaît au dossier de crédit. Une proposition, c'est 3 ans après la fin. Tout ça, ça dure quand même un certain temps. Mais le temps de rebâtir son crédit, c'est 2 à 4 ans. Fait que souvent, quand on compare entre être pris avec un paiement pendant 5-6 ans versus ces solutions-là, ben, on va rebâtir son crédit plus vite en faisant une proposition ou une faillite qu'en essayant de payer 100% de ses dettes, surtout si on n'a pas la capacité. La proposition de consommateur, essentiellement, c'est quoi? C'est une offre qu'on fait aux créanciers dans laquelle on se protège de nos créanciers le jour 1 de l'offre et on va dire aux créanciers, regardez, voici mon budget, voici mes actifs, voici mes dettes, déclaration assermentée, officielle, on leur envoie ça et on leur dit, regardez, si je fais faillite, là, vous allez recevoir, exemple, 5% de mes dettes parce qu'on a un calcul mathématique en faillite pour savoir ce que les gens payent. Donc, on va comparer la faillite à une offre qui va être supérieure. La proposition, c'est tout simplement ça. C'est une offre qu'on fait au créancier. Donc, ça évite la faillite. Ça évite plusieurs des conséquences négatives de la faillite, comme le fait qu'une faillite, quand on dépose ça depuis 2009, on ne peut pas savoir exactement combien que ça va nous coûter parce que le paiement de la faillite est basé sur les revenus qu'on va faire, qu'on fait pendant la faillite. C'est évolutif, ça, durant la faillite. C'est ça qu'on vient de dire, là. C'est ça. Okay. Donc, ça, c'est un des désavantages de la faillite qu'on évite avec la proposition parce que la proposition, c'est une offre. On s'entend que les créanciers, et après ça, c'est un paiement à fixe. Donc, si nos revenus augmentent, il n'y a pas de changement. Si on reçoit un héritage en faillite, saisissable. Si on reçoit une assurance vie en faillite, saisissable. Pour éviter ça, la proposition de consommateur devient intéressante. C'est pour ça que je dirais c'est à peu près 2 fois plus populaire que la faillite, la proposition. Pas parce que ça coûte moins cher ou ça touche moins le dossier de crédit, c'est pas ça. En fait, c'est que ça enlève certains des désavantages importants de la faillite, l'espèce de tutelle financière, le fait que tous les actifs sont saisissables, le recalcul de revenus. Donc, c'est ça que ça envoie. Et le gros avantage de ça versus les autres possibilités, c'est qu'on n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Si on a un créancier récalcitrant qui ne veut pas négocier avec nous, là, puis qui dit qu'il fasse faillite, s'il ne contrôle pas le vote, 50%, plus que 50% des créanciers, il ne pourra pas nous forcer à faire faillite. On est capable de s'entendre. Dès qu'on a 50% des créanciers qui sont d'accord avec l'offre qu'on fait, elle est acceptée. Fait que ça, de façon générale, les créanciers, on peut penser que dans le 50%, on retrouve les institutions financières. Parce que souvent, c'est les cartes de crédit, c'est ces choses-là. Eux autres sont pas nécessairement très ouverts à ça, mais sont plus dans cette direction-là que de s'opposer. Ils vont leur ramasser ce qu'ils peuvent, finalement. Oui, parce qu'on leur compare toujours avec la faillite. Donc, à moins qu'ils pensent que la personne fait des fausses déclarations ou a des actifs cachés ou autre chose qu'ils pourraient attaquer ou analyser en faillite, à moins que l'institution pense ça, ils n'ont pas de raison de refuser la proposition parce que systématiquement, on offre un petit peu plus. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'en proposition, le paiement par mois est plus bas, mais la durée est un peu plus longue. Donc, en termes de gestion budgétaire, la proposition souvent rentre plus facilement dans le budget aussi, mais on la fait pendant plus longtemps. On donne un petit peu plus aux créanciers pour éviter la faillite. Et c'est pour ça que je dirais, moi, à part Revenu Québec, là, 100% de mes propositions des 2 dernières années ont été acceptées. Les seuls qui bloquent, c'est beaucoup Revenu Québec. Fait que quand Revenu Québec est majoritaire, je mets toujours une bémol dans la négociation. Et la majorité des dossiers que Revenu Québec, on les négocie positivement. Là, ça se passe bien. Mais les seules fois où ça l'a achoppé puis qu'il a fallu dire non, ça ne fonctionne pas, on va déposer une faillite pour vous protéger quand même. Mais
la proposition est pas acceptée par les créanciers, c'est systématiquement, c'est quand Revenu Québec a le contrôle du vote et que soit il y a eu des ententes dans le passé pas respectées ou ils n'ont pas confiance dans la personne ou ça va arriver qu'ils vont tout simplement refuser même si l'offre est avantageuse. Là, on parle vraiment d'un lien de confiance. C'est pas une question d'argent, là. C'est beaucoup les questions de confiance dans le plan. Donc, le plan, il faut qu'il soit bien ficelé, il faut que le budget fonctionne. Il faut que la personne aussi ait démontré sa volonté dans le passé de payer ses dettes. Si la personne arrive puis elle n'a jamais pris d'entente avec le gouvernement ou l'entente qu'elle a prise, elle l'a pas respectée, ça va être beaucoup plus dur de négocier de notre côté quand on va arriver. Fait que c'est toutes des questions qu'on pose à nos clients avant d'arriver puis choisir le type de dossier qu'on va utiliser, là. Et finalement, là où on va terminer, c'est sur la fameuse faillite, là. Les gens font faillite, donc on déclare qu'on n'est plus capable de faire face et il n'y a pas d'entente possible. C'est ça. C'est la loi qui détermine ce qu'on paye. Essentiellement, le calcul, c'est un calcul basé sur un revenu qui est fourni par le surintendant des faillites, qui est basé sur le nombre de personnes dans l'unité familiale. Et la durée de la faillite va dépendre du nombre de faillites qu'on a faites et de ces revenus-là. Donc, encore là, je rentre pas dans le détail du calcul. Les gens peuvent aller voir les chroniques qu'on a détaillé ça. Mais essentiellement, la faillite, c'est vraiment la dernière option qu'on va regarder. Les dettes rentrent toutes là-dedans. Les dettes d'impôt, c'est libérable, la PCU, la majorité du temps, les dettes de chômage, les cartes de crédit, les gens qui ont des ballons sur des véhicules puis qui veulent remettre un véhicule, on se sert de la faillite ou même des fois de la proposition pour remettre ces véhicules-là. C'est toutes des choses qu'on fait. Et il y a très peu de dettes qui ne sont pas libérables. Les dettes pas libérables, là, pour la majorité des gens, ça peut être les pensions alimentaires, ça peut être des dettes de fraude, des gens qui ont fait des fausses déclarations, évidemment, et dans certains cas, des dettes d'études quand ça fait moins que 7 ans que les gens ont le statut d'étudiant. Mais de façon générale, ça veut dire que les gens qui font faillite ne perdront pas nécessairement tout ce qu'ils ont là. Je l'ai compté dernièrement, c'est à peu près, moi, dans mes dossiers à moi, là, c'est à peu près c'est au-dessus de 95% des dossiers que les gens ne perdent aucun actif. Quand même, c'est important de le dire, là. C'est très, très rare que les gens perdent des actifs quand même, même en faillite. C'est pas la meilleure solution, mais c'est la bonne solution si vous en avez besoin. C'est ça. Si les autres fonctionnent pas, ben c'est là qu'on est et c'est pas la fin du monde et les gens se rebâtissent en 2 à 4 ans, comme j'ai dit. Mais pour ça, il faut qu'ils nous écoutent parce qu'on a la formation qu'on leur donne sur comment rebâtir son crédit pour pas que ça prenne 7 ans. Et là, ben certaines personnes le font, d'autres le font pas. C'est toujours comme ça. Hein? Ouais. Mais ceux qui le font, ils s'en sortent plus rapidement puis ils ont rebâti leur dossier de crédit. Et les gens qui ont un bon revenu, des fois, c'est 1 an, là, puis ils ont rebâti leur dossier de crédit. Ils ont un véhicule financé au taux d'intérêt normal. Donc, chaque situation est différente. On l'explique aux gens, on explique comment ça marche aux gens. Et quand ils prennent la décision, ben, ils le prennent en toute connaissance de cause. C'est important de le dire, ça. Les gens sont encadrés dans ce type de situation-là. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, là. Puis ça, c'est pas négligeable non plus, là. Non, puis il faut rappeler aussi aux gens, si vous allez voir un syndic, peu importe lequel, et que vous sentez, une pression à signer, ou que vous sentez, que vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas les réponses à vos questions, n'importe quoi, ça, là, c'est des drapeaux rouges, ça. Okay. Venez nous voir à la place. Bon. parce que ça, c'est vraiment le signe que la personne ne prend pas le temps nécessaire pour vous expliquer. Et je travaille beaucoup avec les intervenants dans tous les milieux psychosociaux, les gens du CIS, les gens de différents milieux, le pilier, le pont. Et des fois, on travaille avec des gens, il y a une question de santé mentale, il y a une question des fois d'éducation, de compréhension. Il faut être capable de vulgariser pour ces gens-là. Et idéalement, il faut que même ces gens-là, des fois, soient accompagnés pour que le cheminement de la compréhension puisse continuer et c'est pas en une rencontre qu'on décide bing bang on va faire faillite aujourd'hui, c'est une mauvaise idée. Il faut aller chercher les renseignements, dormir là-dessus, réfléchir et après ça, si dans 2-3 jours, comme n'importe quel achat, si dans 2-3 jours on veut encore y aller de l'avant, ben là ça sera le temps de le faire parce que de cette façon-là, on est sûr qu'on prend la bonne décision. Bon, c'est une décision réfléchie. Pierre-Paul, le temps coule vite déjà. J'aimerais qu'on rappelle aux gens que les chroniques qu'on fait ensemble sont disponibles sur le site web, votre site web. L'adresse, c'est? Oui, c'est Lacasse et Associés. En fait, les gens vont là-dessus, lacassesyndic.com. Les gens peuvent faire la recherche Lacasse et Associés, vont nous trouver facilement. Peuvent aller sur notre Facebook, Lacasse et Associés. Ils peuvent aller sur notre LinkedIn. Donc, on publie ça sur notre site là, au fur et à mesure. Et là, on va rattraper certaines chroniques qu'on n'a pas pu. On a été très occupés dernièrement. Donc là, on est en train de les rattraper, les dernières chroniques. Là, et des fois, là, les gens qui vont entendre ça vont l'entendre un petit peu en décalage. Bon, ben génial. Ils vont être là à un moment donné, c'est certain. Oui, ça s'en vient. Hey, Pierre-Paul, encore une fois, un gros merci d'avoir pris le temps durant la dernière saison de venir jaser avec nous régulièrement tous les mardis. Ce fut très, très agréable. Et là, j'en profite pour te souhaiter de très bonnes vacances et surtout, prends-en, c'est important. Oui, on va prendre quelques semaines de vacances cet été. Génial. Merci, Pierre-Paul. Merci à toi.